Alors, tout le monde parle, toutes les personnalités du Nord qui prennent la parole ces derniers temps expriment, vous l'avez dit tout à l'heure, une espèce de ras-le-bol, la misère et tout. Mais on a comme l'impression que l'élite politique, administrative, bref, l'élite du Nord exploite la misère des populations à son propre compte. On se souvient encore du mémorandum du Grand Nord qui, en gros, n'a servi qu'à offrir un strapontin à un certain nombre de personnalités du Nord. L'ancien directeur de cabinet civil Bellinga m'avait reçu pour justement la cause Aïdio. Et on s'est un peu égaré dans les discussions au point d'ouvrir donc ce volet, n'est-ce pas, des choses, élite Grand Nord et puis misère Grand Nord en même temps. Je lui dis, bon, mais faites la comptabilité, faisons l'arithmétique, n'est-ce pas, des postes en termes protocolaires. Nous avons le président de l'Assemblée, nous avons le président de la Chambre de, comment on appelle, Conseil économique, nous avons, c'est énorme. Mais paradoxalement, nous sommes dans la misère, dans l'insécurité. Alors, il a un peu rigolé, mais je lui ai dit, mais voilà la vraie situation. Moi, je ne suis pas du parti au pouvoir, je ne suis pas du RDPC. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas... Je vous le dis en toute sincérité, à la base, nous en avons ras-le-bol. Un monsieur comme Amadou Ali, ça fait un siècle qu'il est là, mais aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il ne peut même plus aller chez lui au village. Voilà le résultat. Vous avez Kavaï, qui est là, ça fait aussi une éternité, mais c'est des gens qui, vous prenez la route Maroua, Mora, mais c'est extraordinaire. En clair, il y a de la part de l'élite politico-administrative plus un besoin d'assistance personnelle que de développement du Grand Nord. Bon, disons alimentaire, c'est en deux mots, c'est simple. C'est plus alimentaire qu'autre chose. Donc, il y a une représentation tribaux, sociale. Bon, alors on a à tel endroit, c'est bon, ça suffit. On ne se soucie pas du résultat. On ne se soucie pas, n'est-ce pas, de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les localités avec les populations. Et c'est comme ça que maintenant, dans le Logo-Néchari d'où je viens, vous savez, il y a des villages entiers qui ont disparu dans la nature parce que insécurité. Il y a des Boko Haram partout, dans la frontière lac Tchad, du côté de, vous venez du côté de Bodo, Fotokol, en montant vers Dabanga, c'est des zones rouges, toutes sont rouges. Il n'y a personne qui vit là. Vous prenez la route l'axe Maroua-Kousséri, et il faut être en convoi avec des militaires. C'est des zones de guerre. Et pourtant, nous avons le président de l'Assemblée, nous avons. Alors, vous qui êtes sur le terrain, qu'en pensent les populations? Alors, les populations... les populations se sentent avoir été un peu exploitées, sont déboussolées. Grugées par l'élite. C'est un privilège que de s'asseoir et discuter du problème du pays. Là-bas, on discute pour chercher de quoi manger et où dormir. Parce qu'il y a des déplacés de guerre. Il y a des gens qui ne vont plus à l'école. Alors, en 3 secondes, vous pouvez vous retrouver, un père de famille, vous pouvez vous retrouver dehors sans abri. Et à la merci donc des structures, n'est-ce pas, de l'UNICEF ou je ne sais pas de quoi. Alors, donc, nous n'avons pas en tête les démarches politiques. Tous les votes que vous apprenez, les résultats à gauche, les résultats à droite, c'est des bourrages d'urnes. C'est des bourrages parce que ces gars, ils n'ont même pas où dormir. Comment ils peuvent s'organiser pour s'inscrire et aller voter? Les villages ont disparu, mais les bulletins, les urnes sont pleins de votants. Alors, vous parlez de vote, justement, lors de la dernière élection présidentielle, le président Paul Biya est venu à Maroua. Il n'y avait pas mis les pieds pendant que Boko Haram faisait de nombreux morts dans cette région-là. Et au bout de 12 minutes et demie de campagne, il s'en est allé. Et au bout de l'élection, il s'en tire avec plus de 70% de vote dans l'extrême nord. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Vous y comprenez quelque chose à un tel score? Nous comprenons parfaitement. Expliquez. En fait, ce qui se passe, je ne comprends pas le président Biya. Comment il peut penser que des gens, prenons le cas de Fotokol, où en une matinée, en février 2015, en une matinée, on a abattu 150 personnes. 150. Les Boko Haram ont fait une incursion à Fotokol et ils ont tué 150 personnes. Personne n'est allé là-bas. Aucune élite n'est allée s'incliner. Ce qui fait que, aujourd'hui, si vous,
M. Jean Bruno, on vous dit, M. Biya, étant ressortissant de protocole, arrive à Maroua. Allons le voter. Mais c'est ahurissant. Pourtant, on dit les gars l'ont voté. D'où sortent alors ces résultats? Bon, voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Nous n'avons pas participé à ce jeu-là électif parce que le parti n'est pas encore préparé pour ça. Nous attendons le moment venu. Mais les comédiens ils ont joué leur rôle, c'est tout. L'administration a fait ce qu'il fallait faire. Les résultats ont été préfabriqués, je dirais. Et le président Biya est revenu. Est-ce que ce serait méchant? Est-ce que ce serait méchant de vous retorquer que vous et les populations, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même? Ce serait méchant de le dire. Les populations sont encadrées par des lois, sont encadrées par des dirigeants, sont encadrées. Il y a toute une panoplie d'éléments qui font que la population doit. Et je vous dis, il y a des contraintes de la vie. Et les gars, parfois, le soir, il faut trouver des machins pour les moustiques. Et il faut chercher où trouver. Et parfois, la boutique du coin n'existe pas. Et puis, vous vous retrouvez dans la famille avec le palu. Il y en a 5-6 en une semaine qui tombent. Et donc, on est dans ce cycle-là, infernal. Infernal. On ne se soucie pas de bien. Les gars, aujourd'hui, disent que de toute façon, un jour, il partira. Et nous vivrons. Nous en sommes là. Donc, c'est une sorte de fatalité qui a frappé le Grand Nord. Vous prenez le cas de l'Adamawa. Les prises d'otages, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Cameroun, comment voulez-vous qu'un pays de paix, ça a été chanté tout le temps. Mais aujourd'hui, les gars, il n'y a pas 2 semaines, j'étais à Meganga, j'étais avec un des gars, les preneurs d'otages l'appellent régulièrement pour lui dire, bon, maintenant c'est ton tour, ça fait même pas 3 semaines. Mais nous avons un État, nous vivons dans un État, et le président Biya est là. Comment on appelle le Premier ministre est là. Le ministre de la est là. Le ministre de la Défense est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maintenant, vous dites, malgré tous ces gars nous ont voté. Qui peut croire ça? Qui peut croire? Donc ce sont de fake résultats. Je ne suis pas le procureur. Enfin, je ne suis pas le procureur, mais je pense que la comédie a assez duré, quoi. Quand vous voyez Guibaï taper du poing sur la table, quand vous voyez Fadil sortir de l'ornière, Aladji à Maroua, c'est qu'il y a un problème. Bon. Et ça, c'est les courageux qui acceptent quand même de se mettre sur la place publique, dire que bon, le Grand Nord a besoin d'oxygène. Je trouve que la démarche, elle est juste. Mais bon, maintenant, la procédure, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux, mais moi, je les encourage de toute façon. Hein. Est-ce que vous parleriez de la trahison des aînés politiques? Les aînés ont été plus que traîtres. Ils nous ont même livrés. Ils nous ont livrés. Parce que si vous connaissez le fonctionnement de l'appareil de M. Biya, eh ben, vous allez vous rendre compte que c'est les frères qui livrent les autres frères. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez la succession de Sopo. Vous connaissez ce qui s'est passé. Vous avez la succession chez les Fouda. Vous avez des successions chez les Aïdjo. Et même chez nous-mêmes, chez les Talba. Toutes ces grandes familles-là ont plus ou moins été mises en difficulté et affaiblies de manière à pouvoir, n'est-ce pas, les utiliser contre eux-mêmes. À ce moment-là, c'est l'État qui, le premier sous-préfet, voire le planton même du coin, a à dire dans votre maison. Parce que, d'emblée, il y a l'un d'entre vous qui est dans le système dirigeant. Et les droits, donc, canons sont piétinés. Ça, c'est des comédiens. Oui. Personne ne laissera faire le gré à gré. Le Nord en premier. Alors, donc, je dis, cette comédie-là, ils n'ont qu'à la faire entre eux. Nous, ça ne nous concerne pas. Bon. Donc, pour succéder à Paul Biya à la tête du Cameroun, il faudra aller se battre aux urnes. C'est ce que vous essayez de dire, oui. Nous n'accepterons pas, en tout cas moi, je n'accepterai plus l'autorité du parti au pouvoir. Ils ont fait leur temps, le bilan est là. De toute façon, ils sont en train de présenter déjà le vrai visage, celui de la fin.
il y a une déliquescence. Vous avez vu, aux élections locales, il y a eu des arrêtés qui sont sortis et même des textes du président de la République que les gens ont mis sous le tapis. Donc, ils bafouent eux-mêmes leurs propres textes venant du plus haut gradé de leur rang. Alors, de toute façon, la vie c'est ça. Après la nuit, c'est le jour. Je crois que la nuit est en train de laisser place au jour. Les Camerounais ont foi en leur avenir. Le RDPC a fait son temps, BIA a fait son temps. Maintenant, il faut qu'ils comptent aussi les jours, comme nous avons compté des années et des années. Des années et des années, pour attendre que le jour se lève. Mais avant de partir, je souhaiterais qu'ils prennent en compte ce dont nous parlions en début d'entretien, de balayer sa cour.